nous sachions, nous soyons plus savants et dans le sujet à la fin de sa présentation. Alexandra, je te passe le micro et merci encore. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup à toutes et tous de vous être logués ce matin pour cette approche de la protection des paysages. Ça ne pense Alexandra, il faut pas. que tu branches ton micro, on ne t'entend pas. Bah, Ton micro est désactivé. pourtant, il est branché. Vous ne m'entendez pas? Si, on entend. Si, on entend. Oui. Si, on entend. Ouais. Ah, Oui, on entend. On Alors, t'entend ça fonctionnait parfaitement. tout à l'heure, on t'entendait bien. oui, mais là, tout le monde m'entend là? Alors, Oh, en Rachel. attendant qu'on arrive à te Oui. Ouais, c'est très bien. entendre ça à marche. nouveau, je précise Oui, ça pour marche. tout, donc on enregistre cette intervention, elle sera disponible ensuite sur le portail du patrimoine, comme les 4 interventions qui ont déjà eu lieu. C'est pas toi qui peux désactiver ou activer, non? Voilà, son micro est activé. Et autre précision, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de l'intervention dans le chat. En revanche, on vous demande de pas interrompre. Et puis, il y aura une séance questions à la fin. Alors, s'il y a le moindre problème, comme je suis connectée et que je regarde mon PowerPoint, n'hésitez pas quand même à prendre la parole et à me le signaler parce que je ne le verrai pas dans le fil de la conversation. Voilà. Parfait, ça y est, on entend. C'est bon? Merci. On peut y aller alors? Bon. C'est parti. Eh bien, je renouvelle mes remerciements à Christine, à Julie, à la Fondation du patrimoine de m'avoir invitée à cette approche, cette première approche nécessairement sommaire, mais qui, j'espère, va commencer à vous faire comprendre ce que pourrait être l'action de la Fondation en matière de préservation de nos paysages. Alors, je passe au PowerPoint. Donc, j'espère que tout le monde le voit bien. Alors, j'ai commencé par une phrase un petit peu pour alimenter une sorte de controverse. Ah oui, alors par contre, il faut que vous éteigniez bien vos micros, sinon je m'entends en écho. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai commencé par une phrase qui était une sorte de pied de nez à l'exercice d'aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que vraiment il est possible de préserver les paysages? C'était bien entendu une tâche extrêmement complexe et extrêmement ambitieuse que la Fondation du patrimoine s'assigne, mais qui est bien évidemment éminemment importante au regard de ce patrimoine que continuent les paysages et de ce capital affectif et objectif du patrimoine pour la nation française. Alors, vous allez me dire tout de suite, est-ce que je pourrais vous fournir une définition du paysage? Ça, c'est un exercice extrêmement complexe, à vrai dire. Les paysages sont en effet extrêmement protéiformes. On peut passer de paysages entre guillemets parfaitement naturels, supposés comme tels, à des paysages totalement minéralisés. Nous sommes toujours dans le paysage, dans l'approche par le paysage. Nous pouvons appréhender ce paysage à différentes échelles, que ce soit celle de l'entrée de village, d'un cœur de bourg, jusqu'à la super échelle interrégionale qui couvre plusieurs régions françaises. Je donne l'exemple, par exemple, de cette photo qui est située en Vallée de la Seine, dans le cadre d'un travail et d'un programme que nous menons au titre du contrat de plan inter-État-région Vallée de la Seine et dans lequel nous appréhendons cette vallée séquanienne dans l'ensemble donc de son territoire, depuis Paris jusqu'à l'estuaire du Havre, que d'ailleurs nous englobons dans la réflexion. La mer fait partie de cette réflexion paysagère, et donc vous voyez qu'on peut avoir des extrêmes en matière d'échelle, depuis le simple jardin qui constitue à lui seul un paysage, jusqu'à une appréhension du paysage beaucoup plus complexe, beaucoup plus élargie sur des territoires qui sont beaucoup plus vastes. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on pourrait parler aussi de paysages naturels comme de paysages culturels. On pourrait parler de paysages sociaux. On pourrait parler aussi, les sens sont très évidemment
utilisés dans cette approche de paysage. Donc, on pourrait parler de paysage sonore ou de paysage olfactif, qui sont des aspects essentiels en fait des paysages que nous vivons. Et puis, on va voir qu'on s'intéresse même à des paysages qui ne se voient pas immédiatement, comme des paysages sous-marins. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous allez reposer la question, qu'est-ce qu'un paysage tout de même? Alexandra, pardonne-moi, est-ce qu'il est possible que tu passes en présentation en plein écran? Il y a des participants qui le demandent pour voir un peu plus près. Alors, à partir d'un PDF, je ne suis pas sûre. Est-ce que vous savez comment on fait? Dans affichage, normalement, tu as cette option dans l'onglet, voilà. Alors, affichage, zoom, peut-être? Non? Taille d'affichage? Taille d'affichage, grand, c'est donc quoi? Excusez-moi. Quelqu'un sur un PDF. Oui, voilà, il fallait se remettre sur le PDF, pas dans l'outil, je pense. Ah oui, Margot. Ouais. Je vais réessayer. Zoom. Pleine largeur? Là, si tu descends, là, tu as un mode plein écran. Oui, il y a un mode plein écran. Non, en revenant sur le... Voilà, Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est en train de s'afficher. Non, rien n'a changé. Pourtant, moi, il est en mode plein écran. Alors, peut-être qu'il faut que je me déconnecte. Ça va? Ça va sans doute arriver si... Et c'est lisible. Ou alors, j'arrête le partage et je me relogue. Non, ça va aller. Continuons comme ça. Bon, parce que moi, c'est plein écran, c'est bien dommage. Donc voilà, donc quand on cherche une définition du paysage, évidemment, on va voir son Larousse, et puis le Larousse nous explique que c'est une étendue spatiale, naturelle ou transformée par l'homme, qui présente une certaine identité visuelle ou fonctionnelle de type paysage forestier, paysage urbain, paysage industriel. Et puis, la deuxième version de cette définition, c'est une vue d'ensemble que l'on a d'un point donné. En réalité, je préfère la deuxième version à la première parce que le sujet du paysage, c'est bel et bien un sujet de point de vue. Alors, je vous ai remis la définition de la Convention européenne du paysage qui a été adoptée au Conseil de l'Europe et qui paraît quand même un petit peu techno, mais en réalité, elle est assez bien vue. Donc, cette définition, c'est que le paysage, c'est une partie de territoire tel que perçu par les populations, dont le caractère résulte de l'action de faveur naturelle et ou humain et de leurs interrelations. Donc, zoomons sur ces deux éléments de cette définition. Alors, en premier lieu, donc c'est une question de perception. Il faut comprendre que le paysage a une dimension éminemment sensible. C'est une expérience davantage qu'une réalité objective et scientifique. Chacun a sa vision d'un paysage selon son propre vécu, selon sa propre expérience, sa sensibilité propre. Et cela influe, bien entendu, sur la valeur qu'on accorde à chaque paysage. Alors, je vous ai donné un exemple. À gauche, vous avez un paysage d'exception, qui est vraiment un paysage de carte postale. C'est Saint-Cyr-la-Popie. Bon, là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de sujets. Tout le monde va s'accorder à dire qu'il faut absolument préserver. Alors, on ne voit pas. Oui. Alors, en tout cas, pour notre part, ça ne s'affiche pas. Je ne sais pas si les autres participants voient ou pas. Non, on voit rien. Bah, je ne comprends pas. Attendez, je me remets. Je vais arrêter le partage et recommencer parce que je comprends pas. Jusqu'ici, on voyait. Bah oui, c'est bizarre, hein. Je peux me remettre en PowerPoint, mais j'ai peur que ce soit plus lourd, hein. Bon, je réessaye. Est-ce que vous voyez? Mais du coup, c'est pas zoomé, hein. Je vais réessayer de zoomer, mais Mais c'est bien, oui, c'est parfait. C'est bon comme ça. Oui. C'est quand même écrit gros. Bon, puis vous aurez la présentation après, je pense. Donc, la dimension sensible du paysage. Je disais donc que le paysage est une expérience davantage qu'une réalité objective. Et je vous donnais deux exemples. L'exemple d'un paysage d'exception, qui est celui de Saint-Cyr-la-Popie que vous voyez à gauche. Donc là, je crois qu'il n'y a pas trop de débat.
tous ceux et celles qui sont présents s'accorderont à dire qu'il faut absolument sauvegarder ce paysage. Et puis, je vous ai mis de l'autre côté un paysage supposé ordinaire d'un petit village, je ne sais où, dans la campagne française, qui constitue finalement le point de vue, le paysage habituel que l'on peut connaître quand on sillonne les campagnes. Et vous me direz, bah, ce paysage, il n'a rien d'exceptionnel. Est-ce qu'il faut vraiment le conserver? Mais vous changerez peut-être de regard si déjà vous habitez là ou si c'est votre région, si ça vous parle parce que le paysage que je vous présente est typique de votre région. Et puis, vous changerez surtout de regard si je vous dis que ce paysage-là est appelé à disparaître. C'est cette question de disparition et de raréfaction qui fait finalement, qui éveille l'intérêt sur un paysage qui, jusqu'à présent, pouvait être considéré comme banal, ordinaire, impropre à un exercice particulier de sauvegarde. Et puis, il y a un deuxième exercice, il y a un deuxième niveau de complexité dans la dimension du paysage, c'est son aspect dynamique. Le paysage est vivant. Il est en évolution perpétuelle. Vous connaissez tous, comme moi, vos cours de géographie et de géologie. Il a largement évolué au cours des millénaires précédents et il n'y aurait pas de sens à le figer, même si, bien évidemment, le travail d'un paysagiste, c'est typiquement quand même de sanctuariser certains espaces à des moments particuliers ou dans des lieux particuliers. Mais dans sa globalité, un paysage est évolutif. Pourquoi il est évolutif? Parce qu'en fait, il est le reflet d'usage d'un territoire approprié par ses habitants à leur service, en réalité. Les paysages que nous voyons ne sont pas des paysages naturels, on va y en venir, ce sont des paysages qui ont été façonnés lentement par la main de l'homme pour répondre à ses besoins. À tel point qu'on peut parler de paysage énergétique. Tout paysage, typiquement, est issu d'un mode de consommation et de production de l'énergie. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle les paysages du pétrole, avec cette énergie profuse et peu chère qui a transformé radicalement les paysages à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Nous pouvons parler aussi de paysages alimentaires, bien évidemment, toute l'agriculture qui compose quand même 80% de nos espaces. Et puis, bien entendu, sur ces espaces, on va trouver de l'habitat et des formes de mobilité. Et donc, ce paysage, c'est finalement un effet stratifié de toutes ces politiques d'aménagement au cours du temps. Et il y a bien là une notion d'intervention dynamique et d'équilibre à un instant T. C'est-à-dire qu'un paysage à un instant T, c'est un équilibre économique, c'est un équilibre écosystémique et sur lequel interviennent les différents éléments du vivant dont nous faisons partie. Donc, si nous arrêtons d'intervenir, eh bien, nécessairement, ou si nous intervenons différemment, eh bien, nécessairement, ces paysages évoluent. Alors, ça me fait la transition vers un paysage naturel. Alors, je ferai pendant ma présentation, je m'intéresserai davantage à cet aspect-là, puisque je fais partie du conseil scientifique de la Fondation de patrimoine sur son volet préservation du patrimoine naturel, et donc je m'intéresserai davantage à ce type de paysage. Alors, je vous le dis tout de suite. On trouve une définition paysage qui existait avant que l'homme ne le modifie. Alors, pas de chance, aucun paysage ou à peu près n'est naturel. Nous avons quelques rares témoignages de paysages non touchés par l'homme, sous les glaces essentiellement, ou quelques forêts primaires qui nous viennent tout de suite à l'esprit. En Europe, il n'y en a plus tant que ça. Il y a un petit bout de forêt primaire qui subsiste de la grande forêt hercynienne qui couvrait tout le nord de l'Europe. C'est la forêt primaire de Białowieża. Alors, pardon, ça ne doit pas être comme ça que ça se dit en polonais. Mais en gros, ça s'écrit au moins comme ça. Voilà, qui est un seul témoignage d'une forêt qui n'a pas été touchée par une gestion forestière. Ailleurs, le paysage n'est pas naturel, même celui qui présente des aspects de naturalité qu'on reconnaîtrait ou qu'on lui reconnaîtrait. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle finalement paysage naturel? En réalité, c'est une question de gradient, d'intervention et d'artificialisation. C'est-à-dire que c'est un paysage dont les éléments naturels, donc végétaux et minéraux par opposition au bâti, sont prédominants. Voilà. C'est à peu près comme ça
qu'on peut définir un paysage naturel. Et il y a donc des cas de paysagistes ou de scientifiques qui souhaitent justement revenir à l'état de nature. Je vous incite à regarder le projet de forêt primaire de Francis Allais, qui souhaite que soit installée une forêt qu'on ne toucherait pas pendant 700 ans. Alors pourquoi? Pour des objectifs bien évidemment d'expérimentation scientifique, mais aussi pour rien. C'est-à-dire parce que ces écosystèmes intouchés ont le droit de vivre comme nous. Et puis derrière cela, il faut réconcilier l'homme avec la nature intacte. C'est un grand projet de société. Et puis ça nous interroge évidemment sur la raison de nos interventions. Finalement, puisque nous apprécions les paysages naturels, pourquoi intervenir? Pourquoi pas laisser faire la nature? Alors on va avoir très très vite la réponse à cette question qui donc tire ses racines dans une perception de la nature qui est très ancienne. C'est-à-dire qu'au départ, la nature dont nous faisions pleinement partie était certes belle, mais sauvage et violente. On la redoutait. Dans plusieurs tableaux de l'époque de Bruegel, celui-là c'est Bruegel, c'est la chute d'Icare, hein, le fameux tableau La chute d'Icare, que vous devez certainement connaître, on représente la nature sous la forme de montagnes, d'océans, plutôt hostiles, plutôt impropres à l'installation humaine, qui inquiètent. Et dans le cas d'espèces, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on voit à l'arrière-plan des montagnes et cet océan dans lequel tombe ce malheureux écart qui avait justement voulu égaler la nature, égaler les forces de la nature, se rapprocher du soleil. Et donc, il tombe dans un océan d'indifférence. Donc, la nature est indifférente à l'homme et personne ne remarque sa triste fin. Par opposition à ce qui se passe sur le premier plan, on voit le laboureur et le pasteur qui continuent leur travail, indifférents au sort d'Icare et qui continuent à tracer leur sillon et à domestiquer la nature, nature qui apparaît désormais comme présentant un danger maîtrisé. Voilà. Donc, jusqu'au XVIIIe siècle, en fait, on se méfiait de la nature, on la subissait plutôt qu'autre chose. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, a émergé la conscience d'une nécessité de protection du patrimoine et du paysage naturel. Pourquoi à partir du XVIIIe siècle, à partir de la fin du XVIIIe? C'est parce que l'urbanisation s'est mise à se développer. Il y a eu deux aspects, hein, fin 18e, début 19e, c'est Charles-François Mathis qui l'explique bien, et à cet égard, je vous engage aussi à consulter les vidéos qui sont mises en ligne par la Fédération française du paysage, qui sont très intéressantes. Et donc, Charles-François Mathis explique qu'il y a deux forces à l'œuvre qui constituent des menaces jusqu'ici inconnues et tout d'un coup dont on prend conscience par rapport à cette nature, c'est l'émergence donc de l'urbanisation et de l'industrialisation. Et en réalité, c'est plutôt l'urbanisation qui a créé cette prise de conscience avec en fait un décentrement de l'homme qui jusque-là était au centre de la nature et qui tout d'un coup se décentre et devient extérieur et finalement spectateur de la nature. Et de ce décentrement est née cette émergence de l'esthétisation et finalement de la désirabilité du paysage naturel, avec deux éléments qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est-à-dire cette patrimonialisation des paysages naturels, on va y revenir, les paysages naturels deviennent précieux, ils ont une valeur, et cette valeur, elle est prise en compte en réaction à des menaces et à des destructions. Et puis, le deuxième élément, c'est que ces paysages naturels sont, d'une certaine manière, un manifeste politique de construction identitaire des nations. Et c'est vraiment une construction. Hein. Le paysage, c'est une construction sociale, c'est une construction culturelle qui dérive d'ailleurs d'une vision artistique. Je rappelle que le terme de pittoresque, paysage pittoresque, qu'on recherchait notamment au 19e avec l'essor de la lune de miel, etc., ce sont des paysages qui sont à la pittoresca. Voilà. Alors, je ne suis pas meilleure en italien que je suis en polonais, je vous prie de m'excuser, mais l'idée est là, c'est-à-dire que c'est par la peinture que les paysages prennent une valeur, c'est-à-dire qu'ils sont dignes d'être peints. Donc, on voit
une forme d'artialisation de ces paysages. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette construction identitaire des nations s'est faite plutôt sur le paysage dit naturel aujourd'hui, c'est-à-dire le paysage des campagnes, que sur le paysage des villes. Si vous pensez par exemple à l'Angleterre, on pense tout de suite à ces paysages naturels de bocage, et c'est ce qui finalement représente la nation, ce qui fait dire à François Walter, par exemple, qu'on est en présence de figures paysagères de la nation qui leur donnent finalement une identité extrêmement valorisée et donc extrêmement patrimoniale. Donc, en fin de compte, pourquoi préserver les patrimoines naturels? Eh bien, parce que en tant que patrimoine reconnu, il s'agit là d'une valeur qu'il faut donc transmettre aux futures générations. La valeur, elle est de divers ordres. Elle est bien évidemment esthétique et donc, par conséquent, touristique. Ces paysages ont une beauté naturelle intrinsèque à laquelle nous sommes désormais très sensibles. Et puis, nous avons aussi, pour défendre ce patrimoine, des arguments scientifiques avec une approche de conservation naturaliste. Là, c'est le terme de biodiversité qui l'emporte aujourd'hui, qui est au cœur du programme, comme on va y revenir, de la Fondation du patrimoine. Mais c'est vraiment l'idée, si vous voulez, que on est là devant un patrimoine avec une valeur scientifique et des aménités qu'il faut conserver. À l'origine, il y avait une visée utilitariste, c'est-à-dire qu'on envoyait les pauvres, hein, c'est beaucoup le cas aux États-Unis, en Angleterre, se ressourcer dans des parcs, dans des espaces naturels pour les canaliser. On les craignait et on avait l'impression que les amener au grand air allait leur faire le plus grand bien. Alors aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique, mais il y a toujours cette vision du paysage comme ressource. Bien évidemment, on parle tout de suite de patrimoine forestier. Et aujourd'hui, les économistes utilisent le terme de valeur d'option, c'est-à-dire la possibilité pour ces paysages de fournir dans le futur des aménités, des services que nous ne connaissons pas aujourd'hui. L'exemple classique, c'est la lutte contre le cancer, par exemple, avec des molécules qu'on peut retrouver dans les plantes et dont on ne connaît pas encore les vertus thérapeutiques. Voilà, ça, c'est visé. Donc, on a un patrimoine qui est utile à l'humanité. Et puis, aujourd'hui, de ce soutien hygiéniste dont je venais de parler, on est passé à finalement une sorte de droit social au paysage. Les questions d'accès et d'accessibilité au paysage sont au cœur de la réflexion sur le paysage. J'en veux pour preuve, par exemple, le sentier du littoral que ma ministre Annick Girardin avait mis en place et qui continue à prospérer. C'est un vraiment très beau programme. Ce sentier du littoral, il incarne ce droit au paysage que ressentent nos concitoyens quant au fait qu'on ne peut pas les priver de paysage, que c'est un bien commun estimable et qui doit être fourni gratuitement à tous. Et puis enfin, on a un aspect culturel. Je vous expliquais que tout paysage est culturel. C'est l'expression aussi d'une vision artistique, identitaire, et qui finalement constitue la fierté d'un patrimoine national. Je pense par exemple aux paysages de la vallée d'Epte, qui sont les paysages autour de Giverny, qui ont été utilisés par les peintres impressionnistes. Ces paysages sont aussi naturels que culturels, qu'artistiques, qu'identitaires. Voilà. Or, ce patrimoine, pourquoi intervenir dessus? Parce qu'il est menacé. Il est menacé par quoi? Vous le savez tous, le changement climatique introduit des modifications drastiques, trop rapides pour les capacités d'acclimatation, qu'à de le dire, d'évolution naturelle de la nature et des espèces. Et puis, un changement environnemental qui suit avec cette introduction de nouvelles espèces qu'on dit volontiers envahissantes, mais qui parfois constitueront peut-être les bonnes pioches de demain qui nous permettront justement de continuer à naturaliser des espaces dont les espèces ne seraient plus adaptées. Je donne très classiquement le cas de la hêtraie, de la grande hêtraie d'Île-de-France. Tous les hêtres sont en train de mourir. Il faut bien essayer de réfléchir à la relève. Et puis, il y a des pressions évidemment anthropiques. L'artificialisation au premier rang, le zéro artificialisation nette est quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en place et qui vient grever, miter petit à petit les terres agricoles, notamment les meilleures terres, puisque les villes sont installées dans des bassins très fertiles. C'était la raison de leur implantation dans ces endroits-là.
Et enfin, je voulais aussi parler d'une autre menace, peut-être plus larvée, plus rampante, plus pernicieuse, qui est une menace d'uniformisation et de concentration. C'est-à-dire qu'on est dans une idée de perte de diversité. Perte de diversité qui veut dire à la fin aussi perte de biodiversité. Ces espaces finalement s'uniformisent sous le double jeu de contraintes d'espaces délaissés qui se reboisent, pardon, j'ai fait une erreur, il faudra que je le remette correctement, et puis d'espaces intensifs qui au contraire concentrent les usages. Et à partir de là, on a une logique finalement de recherche évidemment de rendement, d'efficacité par rapport au coût, et tout ce qui est à l'œuvre sur les paysages aujourd'hui tend vers cette forme d'uniformisation qui nie les aspérités culturelles et naturelles des lieux, ce qui est bien évidemment une menace essentielle pour le caractère unique, typique des paysages que nous apprécions. Alors au fond, vous allez aussi me demander, bon, maintenant qu'on sait qu'il faut intervenir, que tout patrimoine est dynamique, que tout paysage est dynamique, il est donc le fruit d'interventions, que donc nos interventions sont légitimes pour préserver une forme d'équilibre qui apparaît comme durable, eh bien, à quel paysage s'intéresser? Alors, ça ne va pas être beaucoup plus simple comme réponse, parce qu'on parle bien entendu de patrimoine d'exception. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure en début, en introduction, la Saint-Cyr-la-Popie versus un petit village de France dans une campagne. Alors, je pense tout de suite, il faut préserver le patrimoine d'exception. Mais en réalité, derrière cette sémantique d'exception, on met des logiques et des valeurs qui sont extrêmement différentes et qui renvoient à des valeurs de qualité et de rareté. Mais il est bien difficile de déterminer la qualité d'un paysage, d'autant que j'ai dit qu'il y a une dimension éminemment sensible et donc subjective à l'affaire. Et puis, sa rareté, par contre, est peut-être un petit peu plus objectivable. Mais dans l'esprit des gens, cette terminologie de patrimoine d'exception est ambiguë. Et on a bien du mal à opérer des critères pour distinguer ce qui relèverait du patrimoine ordinaire, du patrimoine remarquable et du patrimoine exceptionnel. Mais ce n'est pas très grave parce qu'en réalité, ce dont on se rend compte, c'est que plus que la qualité, et plus que la rareté, c'est la raréfaction qui fait valeur et qui induit le processus de patrimonialisation avec une prise de conscience provoquée par la disparition de ces paysages. Donc, c'est un élément, cette rareté, cette raréfaction que nous pouvons prendre en compte dans notre approche, dans l'approche de l'action de la Fondation. Il y aura forcément, comme je le disais, des éléments subjectifs. Cela obéit à une conception esthétique et idéologique qui, par définition, est discutable. Ça ne vient pas d'hier. Je vous rappelle Pascal qui disait que la mode même et les pays règlent ce qu'on appelle beauté. Et Serge Ormeau parle peut-être plus savamment de filtre épistémo-social, c'est-à-dire l'ensemble de ces représentations subjectives, internalisées, conscientisées ou pas, que nous avons tous et toutes, et qui sont d'ailleurs largement dérivées d'illustrations, de codes dont on a hérité depuis nos formations sur les bancs de l'école jusqu'à l'âge adulte, avec les réseaux, avec les paysages de cartes postales, avec ce qui est finalement considéré comme désirable aujourd'hui par la société. Mais il faut bien comprendre qu'il y a toujours une question de choix. Et donc, qui dit choix dit une forme assumée d'arbitraire et aussi d'évolution possible. Je vous donne deux exemples d'évolution de nos regards. Les paysages industriels, jusqu'à une période récente, n'étaient pas considérés comme des paysages désirables du tout. Aujourd'hui, ils sont largement artialisés. Je donne deux exemples, la faïencerie de Georges Nevers, une faïencerie d'art à Nevers, et puis une artiste, Solène Éloy, qui utilise ces paysages industriels pour créer de l'art à partir de cela. Et au milieu, je crois que c'est Rouen, où finalement un point de vue de la promenade qui a été installée sur les quais, c'est cette immense installation industrielle,
peut-être objet de curiosité, mais peut-être aussi objet d'intérêt du paysage. Donc ça, c'est très récent. Et on a la même chose à l'œuvre au Havre, par exemple. On a ces deux grandes cheminées de la skyline qui vraiment sont une identité forte du paysage du Havre et qui vont devoir être démolies. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez traumatique pour un certain nombre de personnes qui vivent au Havre parce que ça fait partie de l'histoire, y compris industrielle des lieux, et d'une référence paysagère très forte avec laquelle ils ont toujours vécu. Et puis, je vous donne un autre exemple d'évolution du regard. C'est ces open fields qui, aussi, jusqu'à une date récente, n'étaient pas considérés comme des paysages particulièrement exceptionnels et désirables. Et on préférait largement les paysages de bocage, par exemple. Eh bien, le regard évolue. Et à tel point que ces espaces de grande culture, en contexte périurbain, comme c'est le cas ici dans la plaine de Versailles, deviennent des paysages désirables pour deux raisons. D'abord parce qu'ils disparaissent, voilà, c'est encore cette idée de rareté, de raréfaction et de disparition. Et qu'ils font l'objet de deux forces à l'œuvre. D'abord, ils deviennent naturalisés. Les paysages agricoles sont désormais des paysages qui sont considérés comme naturels, naturalisés, parce qu'on a découvert certaines valeurs écologiques, en tout cas bien supérieures à un territoire complètement minéralisé, et puis autour aussi de pratiques sociales de nature qui s'appuient largement désormais sur ces restes, ces témoignages encore d'agriculture en milieu périurbain. Et avec cela s'accompagne un effet de patrimonialisation, c'est-à-dire de désir d'agriculture, de biens communs paysagers, comme Sophie Bonnat, enseignante chez nous, l'avait noté dans une de ses publications. Donc, au fond, quel patrimoine paysager préserver, non pas d'une manière générale, mais par l'action de la Fondation du patrimoine. Alors, je vais essayer de vous donner quelques clés. Comme vous l'avez compris, nous sommes sur un sujet très jeune. L'action a été mise en place assez récemment, même si, bien entendu, la Fondation du patrimoine avait toujours eu quand même, par extension, des actions sur le patrimoine naturel. Donc, en fait, il faut voir cette réflexion comme en construction. Je pense que mes prédécesseurs ont dû aussi vous souligner cet effort de construction petit à petit, dans laquelle d'ailleurs vous êtes complètement partie prenante, c'est-à-dire que c'est aussi votre vision sur le terrain qui doit irriguer le cadre et donner le cadre que nous essayons de mettre en place pour vous au niveau national. Donc, il y a un premier critère qui nous apparaît assez simple. Il nous est apparu assez simple quand nous avons réfléchi finalement aux objets que la Fondation du patrimoine pouvait préserver et sauvegarder. C'est le critère, justement, l'entrée par le patrimoine, par l'historicité, par une forme d'antériorité de ce paysage, ou en tout cas d'appel très direct à une historicité en matière de racines culturelles et naturelles des lieux. Je vous donne un exemple, pourtant exceptionnel, c'est un grand prix de paysage décerné en 2018 à Jacqueline Hosty, qui est une grande paysagiste. Remarquable projet de reconquête des quais avec une section de promenade sur 3 km. Alors, bien entendu, on a un propos de biodiversité dans cette approche-là, puisqu'on réintroduit le matériau, le substrat végétal, qui s'accompagne bien sûr d'une faune et d'une flore qu'on réintroduit sur ces espaces qui en étaient dépourvus. Mais ces aménagements paysagers qui sont classiques pour le travail des paysagistes ne sont pas apparus comme à préserver aujourd'hui, puis sont très récents et qu'on ne peut pas vraiment faire appel à une historicité de ces éléments. Dans 50 ou 100 ans, peut-être que cette promenade des quais à Rouen deviendra un patrimoine paysager à préserver par la Fondation du patrimoine. Je donne un autre exemple qui est un peu plus complexe. C'est l'exemple du Parc du Peuple de l'Herbe, qui est une réalisation de l'agence Terre, et qui a fait passer d'une ancienne carrière en zone inondable, dont finalement peut-être les collectivités ne savaient pas trop quoi faire, en tout cas qui leur cherchaient une vocation. Donc, il a fait passer cette ancienne carrière inondable au plus grand espace naturel des Yvelines.
Donc, il y a derrière cela une vraie logique récréative, il ne faut pas se le cacher, et qui était voulue notamment parce que de toute façon ces terrains étaient inondables, qui s'écarte parfois d'une forme d'historicité naturelle des lieux. Mais ce travail a fait l'objet d'un objectif très fort, très structurant pour l'exercice et pour le projet de renaturation, en s'appuyant au maximum sur des objectifs de biodiversité, de qualité des sols, de retrouver la porosité, régénérer les sols, remettre en lien les rives avec cette eau qui monte et qui descend librement. Voilà, donc il y a vraiment une réflexion écologique extrêmement fine et profonde par rapport à ce projet. On l'appelle le parc du peuple de l'herbe parce que, il n'était pas question de mettre en place des végétations très élevées ici, zone inondable. En revanche, c'était un lieu très intéressant pour l'entomologie, pour les insectes. Et donc, il y a tout un parcours qui a été mise en place pour justement permettre aux visiteurs de découvrir ce peuple de l'herbe, ce peuple invisible qu'on méconnaît et dont on cherche à encourager une grande diversité par des actions sur le terrain. Voilà, donc là-dessus, il y a eu un travail, donc on était en ZNIEF, zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique, il y a eu un travail d'amélioration de la valeur écologique du site, un travail de restauration des habitats, faune, flore, espèces naturelles, et puis des sols qui n'étaient pas franchement pollués, mais qui ont quand même été traités grâce à des techniques dites de phytoremédiation, c'est-à-dire un traitement des pollutions par les plantes, avec une volonté d'accroître la diversité des espaces, y compris ce qui pourrait faire débat, par l'implantation de nouvelles espèces de plantes, mais il nous semble, paysagiste. Je ne suis pas paysagiste, mais je deviens presque paysagiste d'adoption. Il nous semble à nous que c'est quand même une bonne idée de préparer l'après en testant, et ça on va y revenir, des nouvelles espèces. Donc, au fond, ce que dit ce projet, c'est que c'est un projet qui répond à des enjeux écologiques et qui l'utilise comme dans une logique récréative et de sensibilisation. Mais l'enjeu, il est profondément écologique. Donc, dans ce cas-là, on a un respect d'une condition sine qua non qui est celle assignée à ce programme de protection du patrimoine végétal, c'est l'impact nécessaire du projet sur la biodiversité avec des indicateurs d'impact associés. Donc là, on aurait certainement en tant que jury pris un peu de temps pour regarder de plus près le projet, même si c'était quelque chose qui était vraiment très largement reconstruit avec et puis dans lequel on s'était autorisé quelques écarts par rapport peut-être à une reconstruction complètement fidèle à une forme d'écosystème qui pourrait se trouver sur les berges de la Seine. Voilà, donc là, je vous donne ces deux exemples pour dire que voilà, des clés de compréhension assez simples. La première, c'est l'historicité naturelle et culturelle des lieux. Est-ce qu'il y a une volonté de retrouver cette historicité qui est vraiment affichée, qui est claire, qui est directe et qui est prédominante dans le projet? Et puis le deuxième élément, c'est l'impact sur la biodiversité. Est-ce qu'il y a un propos de préservation de la biodiversité et par extension d'autres enjeux écologiques, parce qu'on ne s'interdit évidemment pas de faire d'une pierre plusieurs coups. Voilà. Il y a aussi un élément de positionnement de la Fondation du paysage, du patrimoine, pardon. Ben voilà, ça y est, la Fondation du patrimoine a changé de nom officiellement, c'est devenu la Fondation du paysage. Un élément de positionnement qui nous est apparu assez singulier, intéressant et franchement à exploiter, c'est que nous nous situons avec ces deux programmes désormais à la jonction du patrimoine bâti et du patrimoine naturel. C'est ce qu'on appelle le paysage finalement, c'est ce qui fait paysage, c'est cette interaction harmonieuse, écosystémique, réfléchie, d'un patrimoine construit de par l'homme et d'un patrimoine hérité d'éléments plus naturels ou faisant appel en tout cas à une dimension naturelle. Et donc ce lien entre le patrimoine bâti et le patrimoine naturel, c'est un atout unique de la Fondation du patrimoine et il faut le tisser ce lien. Parce que si vous le tissez à quelque échelle que ce soit, vous êtes déjà dans le paysage. Je donne un exemple. C'est l'exemple du manoir de Courboyer, qui a été lauréat de la Fondation du patrimoine en 2023. Alors, si je dis des bêtises, Julie Jam ou Christine Hérault me corrigeront, et je crois que c'était le lauréat 2023.
Et donc, Tout à fait. c'est ça? Bon, c'est bien. Alors, ce manoir de Courvoyer, il avait déjà été primé, il avait déjà été fait l'objet de dons et de reconnaissance. Et là, on l'a accompagné pour désormais s'intéresser davantage au tissu, au maillage paysager qu'il y avait autour de lui, parce qu'on s'est rendu compte, ils se sont rendus compte, les porteurs de projet, que ce manoir était installé sur un territoire extrêmement intéressant en matière de variété de motifs paysagers, mais également de variété de milieux propices à la biodiversité. Le domaine, il fait 60 hectares. Il y a à peu près tous les types, les grandes typologies paysagères de son territoire qui sont plus ou moins représentées autour de lui. Et donc, il y a eu tout un travail d'exploitation, de mise en valeur aussi de ces domaines autour du manoir de Courvoyer. Donc, vous voyez qu'à partir d'un noyau bâti, vous pouvez tirer le fil et dire finalement aux porteurs de projet, pourquoi vous ne vous intéresseriez pas maintenant à ce qui se passe autour, à vos jardins, qui font partie d'une réflexion accompagnable. Et puis au-delà, selon des cercles d'organisation qui sont assez habituels dans le patrimoine bâti remarquable, eh bien, les forêts, les lacs et des éléments qui sont de plus en plus naturels avec de moins en moins d'intervention. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui mérite aussi d'être regardé par les bénévoles que vous êtes et puis qui fait vraiment la force aussi de l'action de la Fondation et qui donne aussi toute sa profondeur aux propos de préservation, puisque désormais, nous nous intéressons non plus au bâti seulement, mais à ce qui forme paysage autour de lui de manière symbiotique et désirable. Alors, une fois qu'on a dit ça, très bien, mais vous allez me dire, mais est-ce que vraiment on peut préserver les paysages naturels? Parce que j'avais quand même commencé mon propos par cette question un peu dérangeante. C'est vrai qu'on peut se dire que finalement, préserver les paysages, c'est une tâche bien ambitieuse et qu'elle demande peut-être des moyens extraordinairement élevés. Alors oui et non. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est l'exemple des COS, qui est un exemple assez classique que nous utilisons largement face à nos élèves, en tout cas qui m'a été suggéré par Patrick Moquet, qui est un professeur chez nous. Alors les COS, moi je les connais bien parce que ce sont les COS de mon enfance. C'est le résultat de à peu près 3 millénaires d'agropastoralisme, clairement. Et pourquoi on intervient? La réponse, elle est très simple. Parce que si on n'intervient pas, et si on laisse la nature reprendre ses droits, et c'est ce qui se passe d'ailleurs puisqu'il y a une forme de déprise agricole, eh bien on aura des causes boisées. Ils n'auront plus du tout le même aspect que celui qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors si on veut continuer à avoir des causes comme on les connaît aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, introduire des actes de gestion. Comme je vous l'expliquais, le paysage, c'est une intervention. Donc, ces causes, c'était le résultat d'un usage économique et social qu'il avait produit. Eh bien, il faut réintervenir pour restaurer cet usage ou en tout cas le contourner et se débrouiller pour que, in fine, eh bien, le paysage peu ou prou apparaisse comme celui auquel on est attaché, soit à titre de témoignage historique, soit à titre tout simplement de décor. Voilà. Donc, introduire des actes de gestion pose immédiatement la question, c'est bien gentil, mais quel coût sommes-nous prêts à assumer pour maintenir un paysage qui, au fond, ne correspond plus à une organisation économique et sociale de la société? Il va falloir payer des éleveurs, très bien, dans le temps, parce que ça va durer fort longtemps, cette affaire. Le paysage naturel, c'est pas du tout comme le paysage bâti. On ne peut pas se dire qu'on réceptionne les travaux et qu'à la fin, ça va durer 50 ou 60 ans. Non, le paysage est en perpétuelle construction, évolution, et si on veut l'entretenir, eh bien, il faut l'entretenir dans la durée. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est un vrai sujet. On cherche toujours aussi à compenser par des recettes. Et les recettes sont liées généralement à l'exploitation patrimoniale.
touristique, récréative, la qualité de vie simplement qui fait aussi, ou la qualité esthétique des lieux qui font aussi leur attractivité en matière économique, il ne faut pas l'oublier, par l'installation de populations, ça on l'a bien vu avec le Covid notamment. Donc il y a une forme de compensation, mais est-ce qu'on est dans une compensation à la hauteur du coût que représente de maintenir des activités qui n'ont plus véritablement, qui ne trouvent plus véritablement leur raison d'être économique et sociale aujourd'hui. Donc ça, c'est une vraie question. Et c'est pour cela que j'appelle votre attention sur un sujet, je reviendrai en conclusion là-dessus, c'est que le projet économique des projets qu'on vous présente est facteur de durabilité. Il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas considérer que c'est à la limite l'affaire du porteur de projet. Ça même, en réalité, c'est gage de durabilité. Et on vise la durabilité. Dans ce travail de la Fondation du patrimoine pour préserver ces espaces naturels, on souhaite que l'action soit durable. Voilà, ça c'est vraiment un élément important à avoir en tête. Alors, l'exemple des causes, c'est un exemple qui doit nous rendre un peu humbles, parce qu'on se dit, bon, on va essayer, mais peut-être sur certaines zones, on va peut-être voir aussi comment on peut faire autrement, plus astucieusement. Ça, les paysagistes sont très bons à ça. Mais il y a des exemples qui sont très simples, très très simples, pas chers. Il suffit juste d'être malin, de sentir le paysage, de bien le connaître, de bien l'avoir arpenté. Et donc, qui ne coûte pas cher et qui rapporte gros. Je vous donne l'exemple de l'érable de Sycamore Gap. C'est un exemple qui est malheureux puisque cet érable a été abattu par un adolescent de 16 ans dont les motivations étaient inconnues, en tout cas de nous à ce jour, aux grandes dames de la population anglaise qui était extraordinairement attachée à ce paysage, qui était un des plus photographiés. Et ce paysage, il est très très simple, c'est juste un arbre dans un vallon. Mais c'est un paysage qui est éminemment désirable, qui a pris finalement une forme aussi de symbolique pour la nation anglaise et à laquelle elle était attachée. Donc, c'est une question de protection, voire de restauration, hein, de replantation, de marqueurs forts du paysage. Et ces marqueurs forts du paysage, ils peuvent être finalement très humbles, très, très limités. Il faut juste les connaître, en avoir conscience, mettre en place des mesures de protection avant que ce genre de choses arrivent, ou des mesures de replantation quand elles arrivent. Voilà. Et cela, ça nécessite une sensibilité au paysage et une approche du paysage. Je vous engage, si vous le pouvez, à justement vous former au paysage. Il y a des formations qui sont ouvertes, qui sont plus ou moins payantes, je suppose qu'il y en a des gratuites, et qui permettent de comprendre ce qui fait paysage, de comprendre comment on comprend un paysage, comment on le décrit, comment on le protège. C'est certainement très intéressant, et en tout cas nous, quand on le fait à l'ENSP, les personnes, les élus, notamment les aménageurs, ceux qui fabriquent les territoires au quotidien, en sortent assez heureux et transfigurés, parce qu'en plus, on a quand même des messages positifs derrière ça. Donc voilà, je vous engage à vous former, parce que ça va vraiment vous ouvrir l'œil et vous regarderez différemment les paysages, y compris qui constituent les paysages du quotidien. Alors, quelles actions, au fond, sont finançables par la formation? Ça, c'est une question claire, qui nécessite une réponse claire, et donc nous sommes attelés avec le conseil scientifique, courageusement, et la Fondation du patrimoine, nous nous sommes mis autour de la table pour dire finalement quels sont les projets, les objets qu'on va financer ou pas. Voilà, ou pas, parce que le ou pas est important aussi. Qu'est-ce qu'on ne finance pas? Et donc, on va commencer par ça. Nous avons fait une liste un peu à la Prévert de toutes les interventions sur les paysages que nous pouvions imaginer, sur le vivant de manière plus générale, ou sur les éléments naturels. Et nous avons exclu un certain nombre d'interventions. Non qu'elles ne soient pas utiles, mais parce qu'il nous a semblé soit qu'elles étaient mieux faites par d'autres, soit que ce n'était pas le positionnement, finalement, l'ADN de la Fondation du patrimoine. Alors, j'en ai listé quelques-unes. Ils souffrent toutes des exceptions, je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas une règle immuable, si vous m'avez compris. Si vous m'avez compris, alors il y a un micro, non ça va. Si vous m'avez compris, le paysage c'est complexe, donc il faut être humble. Donc il y a des exceptions à tout. Mais disons que pour édicter quand même des règles un peu de conduite, on n'est pas dans le nettoyage du paysage. C'est-à-dire que tout le monde déplore la France moche, tout le monde a en tête des sites abandonnés qu'il faudrait déconstruire.
Mais nous ne sommes pas dans cette idée d'être finalement les nettoyeurs du paysage en enlevant tout ce qui dépasse, tout ce qui fait des éléments abandonnés, des décharges, de la publicité, voilà, des éléments comme ça. En revanche, des actions sont possibles de dépollution et de désasphaltisation, surtout pour retrouver un sol perméable, retrouver la profondeur du sol. Le sol n'est pas qu'une surface, c'est un élément en 3D. Et le travail justement du sol, qui est assez invisible à l'œil, est fondamental dans les projets de paysage. C'est un des éléments les plus techniques sur lesquels nous formons nos paysagistes tous les jours. Donc ce travail de dépollution et d'activation, nous l'accueillons volontiers, mais dans le cadre d'un projet plus large et bien évidemment favorable à la biodiversité, puisque ça, c'est, comme on l'a vu, une condition sine qua non. Nous ne finançons pas, sauf exception, d'études, mais elles sont utiles. Je voulais préciser ce point parce que, on y reviendra aussi en conclusion, les études sont des éléments qui permettent la mise en place d'une réflexion documentée sur le paysage et qui constitue finalement parfois la meilleure arme pour protéger un paysage, le connaître, le décrire, le donner à voir et à comprendre. Elles sont finalement un préalable à des projets, à la mise en place de projets construits. Voilà, donc elles sont utiles, si elles existent vraiment tant mieux, et elles peuvent être source de propositions aussi. Mais on ne finance pas en tant que tel des plans de paysage, des projets des atlas de paysage, des observatoires de paysage, qui sont des outils habituels et classiques du paysagiste. Les créations paysagères ex nihilo, donc ça on l'a vu avec la slide sur les quais de Rouen, qui n'ont pas de lien direct à l'histoire culturelle et naturelle des lieux. Je me dépêche parce que je vois que le temps avance un petit peu. Et puis, l'acquisition foncière, sauf cas particulier, notamment quand on est dans une logique de continuité écologique. Là-dessus, on a quand même intérêt, effectivement, à peut-être avoir une action ponctuelle, en dentelle, hein, vraiment très fine, pour repérer quelques éléments fonciers qu'il est intéressant de réintégrer à une approche plus globale de parc ou de protection. Voilà. Et puis, justement, la création de parcs, toute action de classement à l'UNESCO, protection, labellisation, il y en a d'autres qui le font. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Alors, je vous donne quelques exemples, à la fois de projets que nous avons financés et de projets qu'on pourrait financer. Donc, la renaturation, la replantation, alors c'est vraiment finalement beaucoup le cœur des projets qu'on finance, avec une très forte approche sur tout ce qui est milieu humide. Je n'y reviens pas parce que je sais que vous avez eu déjà une excellente présentation sur ce sujet-là, mais il faut bien être conscient que ça fournit une bonne partie quand même des projets qui nous remontent, et tant mieux, c'est tant mieux parce que c'est un vrai sujet, un vrai projet en tant que tel. Écologique et de paysage. Mais voilà, toutes les logiques en tout cas de renaturation, de replantation, de restauration, d'équilibre écosystémique, c'est quelque chose qui est au cœur finalement des projets. Pourront s'y greffer ensuite tout un tas d'autres éléments fort utiles, mais en tout cas, on est vraiment sur le cœur du projet. Par exemple, la ripisylve, c'est-à-dire en fait l'élément naturel plus ou moins boisé qui se situe sur les berges d'une rivière, de l'île des Loups, qui a bénéficié donc d'une subvention de la Fondation du patrimoine, parce que justement le fait d'être pas intervenu sur l'île avait favorisé le développement de certains arbres qui a entraîné l'érosion de la berge. Donc, on a retravaillé par la plantation d'arbres, la renaturation des cours d'eau, d'arbres justement plus spécifiques à cette ripisylve. On a travaillé justement ces abords avec aussi un objectif de faciliter l'accès, de mettre en valeur le paysage de la rivière et bien entendu de favoriser la biodiversité. Un autre exemple de site naturel, hein, je fais là pareil, hein, un focus sur les éléments naturels, de paysage naturel, le site du lac Glacière d'Estaing, une très très belle proposition qu'on a reçue. Et c'était un projet qui était assez riche de mémoire. Il y avait notamment la renaturation en pelouse de surface artificialisée. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans la désasphaltisation, la suppression des stationnements sur les pelouses, la restitution du paysage. Et on va y revenir. Donc, ça, c'est un élément important aussi. Le sujet de l'accessibilité et de l'aménagement est un élément très, très important. On va y revenir. Et
également, il y avait une part d'activité de loisirs. Donc là-dessus, ça renvoie à des objectifs d'accessibilité de ces paysages. C'est très important de prévoir l'accessibilité de ces paysages parce que c'est dans une logique de droit au paysage, dans une logique de sensibilisation et dans une logique économique aussi. Donc pour ces 3 raisons, qui sont très bonnes, il est fort judicieux d'avoir en tout cas un volet activité, accès dans chacun de vos projets. Voilà. Et ces aménagements, finalement, qui assurent l'accessibilité et la fréquentation de sites potentiellement soumis à une fréquentation très élevée, bien, on assure également, on les protège ce faisant et on assure du coup leur pérennité. Ces aménagements-là ne sont pas finançables en tant que tels, ou sauf exception, c'est pareil, mais ils sont essentiels dans un projet global. Donc, ça ne fera pas tout le projet, mais ça doit être dans le projet. Voilà, si je me résume. Je vous donne d'autres exemples d'aménagement de ce type pour illustrer un peu mon propos et puis pour vous engager aussi à aller voir ces projets par vous-même. C'est celui porté par le Grand Site de France Cap d'Erquy Cap Fréhel qui a été l'objet de Grand Prix de paysage l'an dernier par Alain Frété, grand paysagiste qui intervient aussi à l'école. C'est la première fois qu'un projet en espace naturel était primé. Et ce que nous avons apprécié, j'ai été dans le jury, donc je me souviens bien des discussions que nous avions eues, c'est la posture d'humilité, l'effacement et la discrétion du travail du paysagiste. On n'est pas dans l'effet waouh du décor. On ne recherche absolument pas ça dans un travail de paysage. À la limite, quand on a bien travaillé, c'est que notre intervention est imperceptible. Et c'est ce qu'elle fait avec une très très grande finesse, une très grande sensibilité à l'infrété, en révélant le lieu qui était autrefois très dégradé, plus d'1 million de visiteurs par an, en déplaçant les aménagements, le parking au pied du phare, on l'a mis ailleurs, on a créé des circulations, des sentiers très intégrés, très agréables, qui permettaient d'avoir une expérience du lieu qui était exceptionnelle, avec une très grande modestie de moyens, donc ça ne coûte pas très cher. Mais c'est ce genre d'intervention que peut-être il faut privilégier, c'est-à-dire pas des coûts astronomiques, mais une vraie très très grande différence en matière d'appréciation des espaces, mais aussi de durabilité, de pérennité et donc de protection de ces espaces. Les paysages agricoles nous ont semblé aussi un sujet à bien traiter et à bien regarder comme étant des paysages donc désormais naturalisés si vous avez suivi mon propos et ma démonstration. Et je donne un exemple parmi tant d'autres, c'est la réhabilitation des bancelles de calcaire. Projet coûteux. De mémoire, on n'a pas, il devait y avoir plusieurs tranches, Julie me corrigera. Donc, on n'en a pris qu'une partie, mais qui rentre bien dans notre réflexion. Quand on est sur un paysage agricole, on va chercher à replanter des productions ou des infrastructures végétales historiques. On a tous en tête, bien entendu, les haies, les bocages, mais il y a également des végétations, des productions, par exemple, des oliveraies. Et au-delà de ce végétal, de ce patrimoine végétal, un patrimoine de micro-architecture paysagère, tout ce qui est en pierre sèche, les murets, les garriottes, qui accessoirement, et c'est là qu'on rejoint aussi le propos du projet, sont d'extraordinaires sites d'hébergement d'une faune entomologique et de petits mammifères, voire d'oiseaux, extrêmement, plus de reptiles, extrêmement intéressantes. Voilà. Donc, les paysages agricoles, c'est un très, très beau terrain de jeu pour la Fondation du patrimoine à exploiter sous toutes ses coutures. Je vous donne un exemple, parce que je voulais finir par ça, de travail de nos paysagistes concepteurs. Là, c'est l'atelier Coloco, qui est un atelier intéressant, allez voir ce qu'ils font, parce qu'ils sont au plus près de la nature, dans une logique proche de celle que défend Gilles Clément, d'intervention au minimum, faire avec plutôt que faire contre. Et donc, on est bien dans cette idée de protéger au maximum, avec une modestie d'intervention, un ménagement plutôt qu'un aménagement, qui est très intéressante dans une logique de protection de ces sites. Alors encore une fois, ces plans de paysage, ils ne sont pas finançables, mais ils sont essentiels à la qualité du projet. Ils font appel à des spécialistes que sont les écologues, les paysagistes, etc., les hydrologues, pour réfléchir un territoire et finalement le mettre en véritable protection en assurant sa transmission durable dans le temps. Donc les plans de paysage peuvent être source d'informations pour vous,
Source également pour vous aider à accompagner les projets, à émettre un premier jugement dessus. Et aussi, source d'idées, on va y revenir sur quoi faire finalement des territoires qui vous entourent. Les paysagistes ont toujours plein d'idées, ils ne sont jamais à court. Donc, dans les plans de paysage, il y en a. Et en l'occurrence, dans le massif du Canigou, il y avait toute une série de projets potentiels qui ont été, pour certains, mis en place. Donc, ces projets, ce sont des projets qui sont à la fois ponctuels et situés dans le site, mais qui, au total, se complètent pour protéger et valoriser le patrimoine. Donc, on a une intervention sur le terrain, avec une gestion des équilibres espace ouvert, espace fermé. Ça, c'est un vrai sujet. Si les espaces ouverts ont tendance à se refermer avec la forêt, le reboisement, on peut parfois favoriser le reboisement quand on a besoin de retrouver certaines espèces dans des logiques de ce type. Mais la plupart du temps, on a surtout besoin de retrouver des espaces ouverts, de prairies, qui permettent un autre type de faune et de flore, un autre type de faune et de flore de prospérer dans ces lieux, en l'absence parfois de pastoralisme. Et puis, il y a aussi tout un travail sur l'entretien des espaces environnements, ça on reviendra. Il n'est pas question de regarder ce qui se passe dans une portion de territoire et pas aux abords. On ne peut pas avoir une limite abrupte entre une zone qui serait protégée et 1 mètre plus loin, n'importe quoi. Donc, il faut réfléchir les coutures, les lisières, à la fois dans une logique écosystémique, de continuité écologique, de corridors, de trames vertes et bleues, de lien avec un bassin de vie, mais aussi dans une logique, bien sûr, de cohérence de la vision et qu'on porte. Et puis, on retrouve les aménagements, bien sûr, dont on a besoin de parler. Donc, on a gestion des déséquilibres écosystémiques, on intervient sur les écosystèmes, renaturation, replantation, travaux sur les espaces ouverts fermés, etc., intérêt et entretien sur les espaces environnements. Et puis, on a les aménagements qui ont un but, c'est d'assurer qu'on puisse jouir de ces espaces tout en les protégeant, avec une vraie action de sensibilisation aux enjeux de biodiversité, aux enjeux de changement climatique. Donc, on retrouve des zones d'accueil, des sentiers de découverte, des valorisations de points de vue, etc. Ça, c'est le travail habituel des paysagistes que vous retrouverez. Encore une fois, ces aménagements, ils vont pouvoir faire l'objet d'un projet en tant que tel, s'il s'agit de les supprimer pour retrouver la naturalité des lieux et de les déplacer. Exemple du Cap Fréhel. Et exemple du lac dont je vous ai parlé, mais s'il s'agit de nouveaux aménagements, type sentier de découverte, point de vue, mirador, ou je ne sais, ça ne peut se faire que dans le cadre d'un projet beaucoup plus global, avec une valence, un fort aspect d'intervention sur le terrain. Un autre exemple assez amusant, que je vous engage à regarder aussi, c'est le plan de paysage sous-marin des Calanques. Les Calanques de Marseille, il y a eu un plan de paysage, en fait, c'est parti d'une réflexion. Coloco s'est dit, donc Miguel et Pablo Gérangieff se sont dit, un peu bête cette histoire, les Calanques, c'est pas uniquement le paysage qu'on voit, il n'y a pas de raison pour stopper, arrêter notre réflexion à ce qu'on voit. C'est une continuité, la Calanque, y compris sous la mer, et la valeur aussi de la Calanque, c'est aussi ce qui se passe sous la mer. Donc, ça a été un prix coup de cœur du palmarès des paysages 2023, une réflexion extrêmement fine, extrêmement importante pour préserver ces paysages sous forte pression anthropique et touristique notamment, en travaillant sur les motifs paysagers, en travaillant sur les seuils, en travaillant sur la préservation d'un certain nombre d'espaces naturels, et tout en maintenant une circulation des abords et finalement une jouissance des lieux pour un maximum de personnes. C'est un travail assez remarquable. Voilà, si vous voulez voir un petit peu plus finement quels sont les niveaux d'intervention sur un paysage, quels sont les exercices, enfin les projets qu'on peut porter, eh bien c'est aussi un bel exemple. Voilà, alors je finis, vous voyez, je suis à peu près à l'heure, avec une conclusion, et je me permettrai quelques conseils, mais fort humbles parce que je ne suis pas sur le terrain et que, au contraire, nous, au Conseil scientifique, nous avons très envie que vous nous lisiez. Que vous nous donniez aussi des conseils et que cela marche vraiment dans les deux sens. Mais je vais vous dire ce qui m'apparaît par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer. D'abord, il faut bien vous comprendre que le projet de soutien au patrimoine naturel est relativement jeune, même s'il y a eu des éléments qui ont existé par le passé. Le projet en lui-même est quand même, et en tout cas la dimension, l'ambition est assez jeune.
Et ce sont des projets qui sont extrêmement complexes, rien à voir avec des projets bâtis. Les porteurs de projets pour le bâti, ça, on les identifie bien. Sur le paysage, c'est éminemment plus difficile. D'abord, on est sur un substrat évolutif, naturel, en constante évolution, fragile, vulnérable, complexe à appréhender. On n'est pas dans une logique d'un aménagement ponctuel et puis tout va bien pour plusieurs années ou dizaines d'années. Et puis, il y a une myriade d'intervenants, ne serait-ce que par rapport à la maîtrise du foncier, mais également en matière de cadre réglementaire sur ces espaces, ce qui fait que les projets au niveau du paysage peuvent devenir vite très complexes. Voilà. Donc, il faut être malin. Il faut repérer ce qui va, comme l'histoire du sycomore anglais, faire une grosse différence avec peu de moyens et sans trop de difficultés, mais on peut s'autoriser à être plus ambitieux. Et ça va nécessiter que vous soyez plus proactif dans une logique d'ingénierie de projet en milieu complexe. Et donc que vous puissiez repérer les opportunités et susciter les envies, les volontés, les bonnes volontés pour porter des projets. Vous pouvez vous appuyer sur votre connaissance de vos régions, arpenter vos régions. Le paysagiste, chez moi, mes étudiants, la première semaine, en général, ils sont au bout de leur vie, ils souffrent beaucoup parce qu'on leur fait marcher des kilomètres. Je l'ai fait moi-même, j'ai peut-être plus le même âge, c'est effectivement un métier. Donc, quand on est paysagiste, on sent le terrain, on le goûte, on va le voir, au sens propre comme au sens figuré. Hein. On l'arpente dans toutes ses dimensions, on le repère. Et c'est ainsi qu'on le connaît, qu'on peut formuler des préconisations et des projets qui ont un sens. Donc, n'hésitez pas à arpenter et à repérer vous-même ce qui vous apparaît comme les témoins, les marqueurs de vos paysages, ce à quoi vous êtes sensible et qui peut n'avoir rien de remarquable. C'est juste que c'est un marqueur de paysage. Voilà. Vous avez aussi des documentations qui peuvent vous aider. Les atlas, les chartes, les plans de paysage sont des mines potentielles pour vous aider à intervenir sur ces projets. Et bien sûr, les paysagistes qui sont installés dans vos régions, qui les connaissent très très bien, et les paysagistes conseils de l'État, notamment, qui sont également disponibles, qui peuvent aussi être source d'informations sur des projets qui pourraient être intéressants de porter. Et puis, il faut mettre les acteurs autour de la table. Voilà. N'hésitez pas à être dans une logique de gestion de projet impliquée, parce que c'est peut-être là aussi que vous aurez le plus de plaisir sur la plus-value de votre action. Vous êtes non seulement en accompagnement de ces projets, c'est important, mais également en déclenchement de ces projets, et ça peut faire une différence colossale sur le terrain. Et donc, vous êtes quand même aussi en accompagnement de ces projets, et donc peut-être quelques clés de lecture et de bons réflexes, je dirais. D'abord, c'est de se méfier des réflexes de rejet. Je vous le disais, disons-le, le paysage est une affaire de goût, n'échappe pas aux effets de mode. Et beaucoup d'œuvres sont défigurées simplement par méconnaissance. Ça n'a pas de valeur à nos yeux, on ne trouve pas ça beau, tout simplement. Donc on n'a pas envie. On n'a pas envie d'y aller. Mais au fond, le paysage, le regard s'éduque, le regard change. On est extrêmement... il n'y a qu'à voir les canons de beauté, il n'y a qu'à voir la mode. On est extrêmement sensible aux effets de mode, y compris sur le paysage. Méfiez-vous, ces réflexes de rejet que vous pourriez regretter finalement dans 10 ou 20 ans, comme on regrette aujourd'hui les destructions qui ont lieu notamment dans les années 70. Soyez modeste, privilégiez au sens où il faut privilégier la sobriété. Bien entendu, on a tous envie d'un grand aménagement tout d'un coup, avec un avant et un après spectaculaire. Mais en réalité, le travail du jardinier est un travail humble. Le travail du jardinier, c'est un lapsus révélateur. Le travail du paysagiste, c'est un travail humble, jardinier. C'est-à-dire qu'il va faire des interventions qui sont perlées dans le temps, qui sont du domaine de la dentelle, de la finesse. Ils ne vont pas chercher à en mettre plein la vue, en fait. Et ça tombe bien parce que ça coûte moins cher. Par contre, ça nécessite qu'on y revienne constamment. Donc, ne vous dites pas non plus, j'ai accompagné ce projet, il n'y a plus rien à faire. Certainement que ce n'est pas le cas. Parce que, comme on le dit, hein, je le répète, la nature évolue, le projet aussi, le territoire aussi. Et donc, il faut accompagner. Et c'est ça qui va faire peut-être au fur et à mesure la robustesse, la résilience de ces lieux. Je donne l'exemple du domaine du Rayol, qui est un domaine dont s'occupe désormais le paysagiste Gilles Clément, et qui est un peu un manifeste de son jardin en mouvement, c'est-à-dire d'un jardin aussi peu interventionniste que possible, c'est-à-dire faire le plus possible avec, le moins possible contre, parce que quand on va contre la nature, on s'épuise, ça coûte cher,
et au final, le résultat n'est pas du tout garanti. Donc, on s'autorise d'être surpris, parfois pas trop dans le bon sens, mais parfois dans un très bon sens. Et le domaine du rayol est un élément, est un laboratoire de ce type d'intervention qui est assez intéressant. C'est la photo que vous voyez à l'écran. Accepter aussi certaines évolutions. On est dans de la conservation, de la protection, mais comme je le disais, l'évolution est naturelle, nous sommes sur des dynamiques du vivant, elle est nécessaire puisque nous devons nous adapter au changement climatique. Un de nos étudiants, issu d'ailleurs du monde agricole, avait présenté un projet de fin d'études sur une forme de bocage revu et corrigé. Vous savez qu'on a du mal à remettre en place le bocage à certains endroits, moins avec les jeunes générations d'agriculteurs, j'allais dire de paysans au bon sens très, très beau et très noble du terme, ceux qui cultivent le paysage, et qui nous nourrissent accessoirement. Mais on est sur des formes qui ne sont pas forcément adaptées aux usages actuels. Donc, comme vous l'avez bien compris, quand ce n'est pas adapté aux usages, eh bien, on a un problème pour maintenir et entretenir, sauf à ce qu'on s'autorise un petit pas de côté. Et donc, lui proposait une version revue et corrigée du bocage en travaillant plus tant dans la linéarité que dans une appréhension fine, astucieuse, intelligente de l'espace où on replantait les arbres à certains endroits qui avaient à la fois un sens écologique et paysager, mais également une fonctionnalité et autoriser la continuation de l'activité agricole d'une manière qui soit confortable pour le paysan. Voilà, donc ça, c'est typique d'un exemple de travail paysager fin, intelligent, où on est sur une historicité, on est bien sur du bocage, on veut le réintégrer, mais où on se permet une innovation. Voilà, quelque chose qui finalement fait que l'intervention va prospérer et va être maintenue dans le temps. À cet égard, je vous engage à favoriser les essais. Accorder un bonus à la plantation d'essences diverses, tant qu'elles ne sont pas envahissantes. Mais vous savez que pour nous, on se méfie, le paysagiste, du terme d'espèces envahissantes. Il y a effectivement des espèces qui sont envahissantes et il faut à ce moment-là lutter contre. Mais on peut lutter contre ce genre d'espèces et recréer des écosystèmes menacés par des espèces envahissantes si ces écosystèmes sont exceptionnels et sur des petits espaces. Sinon, on va très vite, si vous voulez, s'épuiser. On va dépenser des sommes folles et la guerre est perdue d'avance. Voilà. Donc, essayez de voir bien jusqu'à quel point on peut tester des essences qui seront peut-être celles de demain, comme on a toujours connu dans les temps, et au lieu de planter, par exemple, uniquement des tilleuls, et bien s'autoriser diverses sortes d'arbres, et puis on voit ce qui marche. On verra dans 10 ans, dans 20 ans, ce qui marche. On est vraiment dans cette logique désormais de voir ce qui marche. Hein. C'est vraiment très important pour maintenir une naturalité des lieux, et tout simplement, et donc maintenir un patrimoine naturel. Pensez long terme, le vivant est têtu, vous le mettez dehors par la porte, il revient par la fenêtre, il fait un peu ce qu'il veut, c'est tant mieux parce que ça fait sa force et sa résilience. Et donc, pensez à l'entretien. Dans certains cas, on imagine que la Fondation du patrimoine pourrait peut-être prendre en charge certaines interventions de type entretien d'espace, plus perlé dans le temps, et pour surtout s'assurer que l'endroit sera autosuffisant d'une certaine manière, n'aura plus besoin de subventions, soigner l'accompagnement des projets sur leur durabilité économique, sur leur aspect de leur projet d'accès, touristique, économique, de valorisation, si on est sur de la production agricole, on peut tout imaginer. Ce ne sera pas forcément accompagné par la Fondation du patrimoine, mais je peux vous garantir que c'est ce qui fera que le projet sera encore là dans 10 ou 20 ans. Et enfin, vérifier le sens. Les paysagistes, quand on leur demande quelque chose dans un cadre, immédiatement ils regardent hors du cadre. C'est un réflexe chez eux, ce qu'on appelle le dézoomage. Il faut remettre le projet dans un sens plus global, écosystémique, de continuité écologique, d'insertion dans un territoire, d'habitation plus large. Je vous ai donné l'exemple des seuils des parcs naturels. Tout ne s'arrête pas au seuil du parc. Ce serait complètement stupide. Mais plus globalement, par exemple, quand on va parler sentiers du littoral, on ne peut pas oublier qu'il y a une forme nécessaire de repli en rétro-littoralisation des activités
parce que compte tenu des phénomènes d'érosion ou de submersion. Ça, ce sont des choses qu'il faut qu'on ait en tête, même si on a tous envie que le sentier place au plus près de la falaise. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir aussi à un projet qui, finalement, fait passer les touristes un petit peu plus loin, mais sur un territoire plus digne, également digne d'intérêt, et qui va finalement peut-être aussi mettre en protection des zones extrêmement vulnérables et fragiles. Voilà, c'est le genre d'éléments. Vérifier qu'il y a une réflexion. Alors, les études, l'intervention d'un paysagiste, ce serait l'idéal, mais peut-être que les porteurs de projets n'ont pas ces moyens-là. Il faut le comprendre aussi. Et au Conseil scientifique, on était très sensible à cette question également. Et la Fondation du patrimoine a fait un gros effort pour que notamment les indicateurs d'impact, les dossiers soient à la fois quand même suffisamment solides pour qu'on puisse les approuver confortablement, mais également qu'ils soient gérables par un porteur de projet qui n'a pas des moyens exceptionnels. Voilà, donc si c'est le cas, c'est très bien. Si ça n'est pas le cas, testez quand même s'il y a eu une forme de médiation, c'est-à-dire de discussion avec les acteurs du paysage. Si la personne n'a discuté avec personne d'autre qu'elle-même, c'est pas très bon signe quand on est dans un projet de paysage sur une grande échelle, parce qu'il y a forcément des interactions avec des personnes qui vivent ce territoire, qui travaillent, qui viennent en relaxation, en promenade, et tout ça, ça nécessite quand même d'être réfléchi dans le cadre du projet. Voilà, et puis j'ai reparlé des replantations, des luttes contre les espèces envahissantes. Demandez-vous si tout ça a un sens. L'exemple type qu'on prend souvent, c'est la replantation des arbres. Vous savez qu'il y a un grand projet de replantation. Dans les faits, c'est très bien. Sauf que quand on regarde dans le détail, bien évidemment, c'est là que le diable se niche. Et il y a parfois des replantations qui n'ont pas vraiment de sens là où elles sont prévues, ou alors qui sont prévues à une telle ampleur que ça ne verra jamais le jour, ne serait-ce que parce que les pépinières ne peuvent pas suivre. Il y a des choses comme ça qui font qu'il faut lever le nez et voilà, vérifier le sens. Et puis, je voulais quand même, en mot de la fin, vous proposer de vous décontracter. Je sais que tout ça est complexe, compliqué, même pour un paysagiste qui a travaillé pendant 30 ans sur le même territoire. Mais même pour un écologue qui connaît parfaitement les territoires, le territoire d'exercice. Donc, décontractez-vous. Le programme est récent et nous le construisons ensemble. Donc, c'est, encore une fois, ce sont des pistes qui commencent déjà quand même à être un peu robustes parce qu'elles sont le fruit d'une réflexion quand même assez approfondie avec mes collègues, avec la Fondation du patrimoine, avec un certain nombre de bénévoles et de ceux qui font la Fondation au quotidien, mais aussi avec ces premiers appels à projets qui nous nourrissent et qui nous font comprendre où sont les attentes et ce qui nous remonte. Donc voilà, work in progress. Nous sommes heureux en tout cas au Conseil scientifique de vous apporter ce que nous pouvons et nous vous félicitons, moi en particulier, mais je parle aussi au nom de mes collègues, pour votre action exceptionnelle dont ces territoires et ces paysages français ont éminemment et crucialement besoin. Voilà. Merci de votre attention et puis je prends les questions s'il y en a. Merci infiniment, Alexandra. Hop, un petit problème de micro. C'était un tour d'horizon plus que complet et très très riche. Merci. Je crois que notamment le fait d'avoir utilisé beaucoup d'exemples va parler à plusieurs d'entre nous. Donc la porte est ouverte maintenant pour les questions. Je commence par une qui est dans le chat. Ça donnera comme ça le temps aux autres de formuler leurs propres interrogations, et notamment pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, parce que tu as évoqué à plusieurs reprises, notamment le lien avec le tourisme. La question est la suivante: la préservation des sites naturels est très souvent incompatible avec la fréquentation touristique, voire humaine. Où mettre la limite, surtout quand la Fondation intervient en soutien financier? Et c'est vrai que c'est souvent un sujet auquel on est confronté. Oui, c'est un sujet extrêmement lourd et important et qui donne beaucoup de travail aux paysagistes. Alors, vous m'entendez? Tout le monde m'entend, Christine? Bon, alors il y a deux éléments, à mon avis, de réponse. Le premier, c'est d'avoir déjà réfléchi le calibrage.
C'est-à-dire, je vous donne l'exemple de mon potager, le potager du roi. Le Nestlé est installé sur le potager du roi. Nous n'avons, mais Dieu merci, pas les niveaux de fréquentation du château assez vénérable d'à côté. Et nous ne souhaitons pas les avoir parce que nous sommes un jardin nourricier extrêmement fragile, avec des voûtes, enfin, je ne vous donnerai pas tous les détails, mais extrêmement fragile dans sa configuration, dans ses constituants, et qui ne supporterait absolument pas, évidemment, ces niveaux-là, d'autant que nous sommes un campus d'enseignement. Donc, nous ne briguons pas des niveaux aussi élevés que ceux que connaît le jardin du château de Versailles. Mais nous avons cette discussion de savoir de positionner le curseur. Jusqu'à combien on peut aller? Est-ce que c'est, nous sommes à 70 000 visiteurs par an? Est-ce que c'est 100 000? Est-ce que c'est 200 000? Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder assez finement. Pour l'instant, on a mis le curseur à 100 000, et ça veut dire qu'on dimensionne nos activités pour potentiellement accueillir 100 000 personnes, pas beaucoup plus. Vous comprenez? Donc, il y a déjà cette première réflexion qui est d'évaluer, c'est pour ça que les études sont importantes et que le point de vue d'un paysagiste ou d'un écologue, ou de celui qui connaît le territoire, ou d'un spécialiste de la faune et de la flore est éclairant. Il y a ce premier travail de dimensionnement, de calibrage de la capacité d'accueil touristique du lieu tout en préservant au maximum ce lieu. Donc ça, premier travail. Le deuxième travail, une fois qu'on a dimensionné, c'est de prévoir les aménagements et en rapport. Et également la dimension économique du lieu. C'est pour ça que je parle de ces éléments comme étant extrêmement structurants et importants dans le cadre des projets qu'on vous propose, parce que en fait, le travail du paysagiste, alors vous allez me dire, je parle beaucoup de paysagistes, mais c'est ce que je connais, donc voilà, mais en plus, ils le font. Le travail du paysagiste, ça va être, à partir d'une feuille de route que vous allez lui assigner, de vous dire, voilà, vous visez 100 000 visiteurs dans le potager, voilà par où vous allez les faire passer, comment vous allez les guider, voilà la signalétique que vous allez mettre en place, voilà les actions que vous allez pouvoir mettre, voilà la zone d'accueil que vous allez installer, voilà, tous ces éléments-là vont être réfléchis à l'aune du cahier des charges que vous lui fournissez. Par exemple, Alain Frété, quand il a travaillé sur le Cap Fréhel, c'est 1 million de visiteurs par an. C'est une zone de lande extrêmement fragile. Il a tout repensé. Non seulement, alors, il a supprimé les voitures au pied du phare, qui n'avaient absolument aucun sens, des verrues dans le paysage, et en plus, effectivement, tout le monde allait là-bas, il n'y avait plus d'expérience de site, c'était pratique. Alors, à la limite, ça exclut un petit peu certaines personnes qui ont peut-être une mobilité plus réduite, c'est vrai, mais dans la majorité des cas, le sentier a été réfléchi quand même pour être particulièrement bien réalisé, pour être par rapport aux courbes de niveau intelligemment positionnées et par rapport aux éléments aussi de fragilité du paysage. Vous voyez, ça, c'est un exemple typique. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette dimension de calibrage en tête, qu'on a bien réfléchi, et ensuite, il faut dimensionner le projet et mettre en place les garde-fous et organiser l'expérience de visite en fonction de ce calibrage. C'est pour ça que les logiques d'aménagement sont cruciales. Je le dis, dans la préservation des sites, les logiques d'aménagement sont cruciales. C'est elles qui vont véritablement, finalement, protéger ces espaces quand ils sont très densément utilisés. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais... Pour moi, parfaitement. Une question de Florent, merci. Une question de Florent Collin. Oui, bonjour, Florent Collin de... J'ai mis le micro. Oui, bonjour, Florent Collin, dans les Vosges. On est, pour faire un lien entre le paysage et notre activité principale dans la Fondation du patrimoine, la rénovation des monuments, par exemple, on est obligé d'avoir des matériaux qui ont été... Voilà, on a des carrières, on a des choses comme ça qui font partie du paysage. Et l'État nous oblige à effacer toutes ces traces avec une obligation de remise en état des sols. Donc, ce qui a été fait il y a 100, 200 ans avec le travail à la main, tout ça, l'État nous oblige à remettre à 45 degrés, replanter des essences. Alors, ils ne savent même plus trop quelle essence il faut planter. Et voilà. Et je trouve dans le paysage, là, pour le coup, on efface une grosse partie du patrimoine
qui nous a montré comment on construisait dans le temps, enfin il y a 200-300 ans. Et je trouve que c'est assez dommage. Déjà, ça a un coût qui est non négligeable pour les entreprises qui ont des carrières, et ça efface toutes les traces du passé et les traces du travail. Je trouve que ça faisait aussi partie du paysage et du patrimoine. Et c'est il y a peut-être un axe aussi là pour essayer de labelliser un peu ce genre de carrière ou de choses comme ça qui permettrait de garder toutes ces traces. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah ben moi, je vais vous dire ce qu'en pensent mes paysagistes. Mes paysagistes, ils ne cachent rien en fait. On a travaillé récemment sur l'implantation de la ligne 18, plateau de Saclay. Bon, au début, je ne dis pas, n'étais pas forcément ravie. On avait un partenariat avec la SGP donc pour accompagner la réflexion de la SGP sur l'insertion paysagère de la ligne 18. Ils ont travaillé là-dessus et en fin de compte, ils n'ont rien fait pour la cacher parce que ils ont trouvé des méthodes et des manières très, très intelligentes de la valoriser au contraire et de raconter une autre histoire autour de cette ligne 18. C'est-à-dire que le travail du paysagiste, ça ne va pas être de nier l'histoire des lieux ou l'évolution des lieux. Elle a lieu ou elle a eu lieu, mais c'est de la donner à voir d'une manière intéressante et de l'exploiter sous toutes ses facettes. Et dans le cas d'espèce des carrières, un paysagiste sera très sensible à ce que vous venez d'expliquer. C'est-à-dire qu'il se dira, la carrière, c'est une histoire industrielle, une histoire d'hommes et de femmes qui ont fréquenté, qui ont vécu dans ces lieux. Il ne faut pas la masquer. C'est un peu le sujet aussi des terrils dans le Nord. Les terrils dans le Nord, c'est un témoignage très fort de ces efforts monumentaux déployés par les hommes pour aménager et construire. Et donc, je pense que beaucoup de paysagistes vous diront, effectivement, cette carrière, on va pouvoir la laisser visible, mais on va travailler autour, on va en faire un lieu qui répondra à tel et tel enjeu et besoin, y compris écologique. Donc, je suis je comprends tout à fait votre réaction et je pense que vous avez raison au sens où ces témoignages du passé sont également des témoignages qui ont une valeur patrimoniale, comme les terrils ont une valeur patrimoniale. Après, je ne connais pas la loi en question, je ne sais pas exactement dans quel cadre ça se fait, ce qu'elle demande exactement. Au pire, si vous avez à replanter ou à revégétaler, renaturer ces espaces-là, bon, eh ben, il y aura aussi des projets qui seront possibles. J'ai donné le parc du Peuple de l'Herbe à partir d'une ancienne carrière qui est un parc absolument exceptionnel, avec une vraie profondeur de propos et un vrai intérêt d'expérience du visiteur. Donc certes, on a peut-être perdu la carrière originelle, mais on a gagné un espace qui est très très apprécié par la population et généralement la population vient de plus en plus loin aujourd'hui pour le voir. Donc voilà, il y a peut-être une forme de consolation à avoir. Mais je comprends en tout cas tout à fait, Florent, votre remarque. Et ça, c'est pareil, hein, ça fait partie d'un cahier des charges initial. Est-ce qu'on met en valeur ou est-ce qu'on masque? Et d'une manière générale, le paysagiste ne va pas forcément chercher par réflexe à masquer. Il va chercher à mettre en valeur. Là, la seule difficulté, c'est que l'État oblige pour l'autorisation de carrière de bloquer une somme d'argent qui est assez considérable pour des petites exploitations. En général, la pierre de construction, c'est pas des grosses gravières, c'est pas des sablières, donc c'est des petites exploitations avec des petits exploitants. Et on les oblige à séquestrer une partie de l'argent en banque pour s'ils font défaut dans 10 ans à la fin de la concession, que cet argent-là, et ça coûte beaucoup d'argent. Et on efface réellement toutes les traces du passé. On a réussi en se battant avec la préfecture des Vosges à maintenir une carrière et à remettre un peu les outils d'époque et compagnie. Et c'est un vrai circuit touristique à son échelle, mais c'est un vrai circuit touristique avec des activités, des scolaires et des tas de choses. Mais la loi, elle est claire, c'est faire table rase du passé et on écrase tout et on replante, point. Je comprends. Alors, je n'ai pas forcément de réponse à ça. Nous, modestement, on fait avec. Hein. C'est un peu comme la nature, on fait avec, on ne fait pas forcément contre, mais il y a une réflexion, je suppose, de la Fondation du patrimoine en tant que peut-être think tank et plaidoyer aussi en amont par rapport à ceux qui fabriquent la norme
pour peut-être faire des propositions d'évolution quand c'est pertinent. Je suppose que vos retours de terrain sont peut-être intéressants à cet égard à faire remonter au niveau national pour qu'il y ait éventuellement, si c'est quelque chose qui est assez partagé, une proposition de remonter. Je ne sais pas si Christine veut s'exprimer là-dessus. Moi, j'avoue que je ne suis pas assez bien placée. Je ne sais pas dans quelle mesure il est possible de faire alors pas une contre-proposition, mais en tout cas de faire valoir, je ne sais pas si dans le calendrier de ce projet, il y a encore de la place pour faire justement une remarque, une contre-proposition qui consisterait à dire laissez-nous un peu de temps pour voir comment on peut, avec paysagistes ou autres, essayer de réfléchir à sauver à la fois ce patrimoine tout en répondant aux exigences de masquer, enfin, en paraphrasant ce que vient de dire Alexandra, mais en disant est-ce qu'on peut peut-être trouver une voie médiane. Ça suppose que tout ne soit pas déjà complètement figé, arrêté et qu'il y ait une petite brèche, mais de dialogue encore possible pour dire attendez, est-ce qu'on peut dire pousse et se donner le temps de réfléchir à autre chose avec des gens dont c'est le métier et qui auraient la capacité à mettre peut-être un petit peu un autre coup de projecteur qui ferait aussi réfléchir l'État et qui serait susceptible de le faire revenir sur sa position. Il y a aussi peut-être le paysagiste conseil qui pourrait vous réfléchir avec vous aussi, peut-être. Donc, sujet à suivre. Ouais. Je crois qu'on va être contraint par la logistique et par le temps. On a des pénuries de salles. Oui, mais on a vu qu'il y avait encore des questions, alors on va répondre à certaines. Il y en a... Julie, on ne t'entend plus. Julie? Est-ce qu'on m'entend, moi? Allô? Oui, très bien. Ouais. Oui, on vous entend. Oui. Alors, Julie, je ne l'entends plus parce qu'elle a coupé son micro. Julie, on ne t'entend pas. Ouais. Pardonnez-moi. Je disais, il y a d'autres questions. On a vu qu'il y avait d'autres questions. On va répondre à certaines directement dans le chat. Il y en a une, je vois, Olivier de Bermond sur la sélection des projets, donc un peu de la cuisine interne. Et pour les autres, l'équipe Patrimoine Naturel est en train de préparer une FAQ. C'était une proposition d'Alexandra pendant un dernier échange du conseil scientifique. Et donc, tout ça sera bientôt disponible et on reprendra les questions qui ont été posées pendant tous les webinaires. Voilà, on note bien vos questions et merci beaucoup pour vos questions, votre intérêt pour ces webinaires. Et puis, encore merci Alexandra pour ton intervention passionnante et très inspirante. Ouais. Je crois que ça nous a tous donné des idées. En tout cas, on y répondra, ne vous inquiétez pas, on va récupérer les questions et on va y répondre. À très bientôt. Merci beaucoup à tous et toutes. Merci, à bientôt, j'espère. Peut-être au potager. Au revoir. Merci, au revoir, merci.